Bon, alors on a beaucoup de choses à faire. Donc il nous reste, parmi les grosses choses à faire, il y a l'aspect, toutes les questions d'énergie, les questions énergétiques associées au champ électrique, champ magnétique. Il y a les conducteurs. Les conducteurs métalliques essentiellement, enfin en tout cas les conducteurs électriques, comment ça se présente. Il y a les dipôles, ça vous dit quelque chose les dipôles? Dipôle électrostatique, dipôle magnétique. Un petit p, m. Il y a bien sûr l'induction. Ça, c'est vraiment un élément central. Et puis, après, il y aura les ondes électriques. Alors, pour l'induction, ça va nous amener à l'électromagnétisme non statique, hein, enfin, régime dépendant du temps. Donc, avec les équations de Maxwell complètes. Et puis, pour finir, donc, les ondes électromagnétiques et la polarisation et toutes ces choses-là. Donc, c'est énormément de choses en peu de séances. Et puis, bien sûr, il faut qu'on fasse des exercices sur un peu tout ça. Alors, idéalement, si on pouvait faire ça aujourd'hui, ce serait bien. Sachant que ça, c'est énorme. Hein, ça, c'est pas une séance. Ça, mais ça va être un peu difficile néanmoins. Alors, peut-être très rapidement, les conducteurs. Je vais vraiment dire l'essentiel. Donc voilà, vous avez un conducteur métallique, je représente comme ça. Enfin, métallique ou autre chose, un conducteur avec donc des charges libres de se déplacer. Alors, le point clé à retenir, c'est que un conducteur est toujours à l'équilibre, conducteur à l'équilibre, est toujours équipotentiel. Conducteur V égale constante partout, en chaque point du conducteur, le potentiel est constant. Alors, pourquoi ça? Et qu'est-ce que ça implique? V est constant et les charges sont réparties en surface. Il n'y a pas de charge à l'intérieur. Alors, le point clé, c'est que V égale constante, c'est pareil que E égale 0 à l'intérieur dans la masse du conducteur, à l'intérieur du conducteur. Hein, puisque E, c'est moins gradient de V, d'accord? S'il n'y a pas de champ E, c'est que V est constant. Si V est constant, alors il n'y a pas de champ E. Enfin, il y a un champ E qui est nul. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si dans le conducteur, il régnait un certain champ électrique, eh bien du coup, ce champ électrique mettrait en mouvement les charges, en vertu simplement de la force de Coulomb, F égale QE. Et donc, eh bien, s'il y avait une force non nulle, vous auriez des charges qui se déplacent, et par conséquent, le conducteur ne serait pas à l'équilibre. Donc, à partir du moment où on dit on a un conducteur à l'équilibre, ça veut dire que les charges ne se déplacent pas, et si elles ne se déplacent pas, il faut qu'il n'y ait pas de champ E, en tout cas dans la masse du conducteur. Et pourquoi elles font en surface alors, les charges? Alors du coup, pourquoi sont-elles en surface? Ah oui, alors nous y voilà, bonne question. Alors pourquoi les charges sont-elles en surface? Quelqu'un a-t-il une idée? Oui, mais il pourrait y avoir une distribution de charges. Vous pouvez très bien... Enfin, ouais. Il y a quelque chose qui les pousse vers les bords, quoi, ça veut dire, non? Alors,
peut-être précisons, quand on dit qu'il n'y a pas de charge, enfin, il y a des charges qu'en surface, évidemment, il n'y a pas de charge libre à l'intérieur, mais ça veut dire que la matière est neutre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des électrons, mais il y a des protons, enfin c'est des atomes neutres, enfin il n'y a pas d'excès de charge à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez un conducteur qui est pas chargé et que vous le chargez, c'est-à-dire que vous amenez des charges ou vous en retirez, alors les charges vont se répartir, enfin les seuls endroits non neutres de la matière, du conducteur, vont être en surface. Alors pourquoi ça? En fait, c'est lié à cette propriété-là via le théorème de Gauss. Parce que prenez une surface de Gauss là-dedans. Le théorème de Gauss, il s'applique en toutes circonstances. Vous avez donc le flux du champ E à travers la surface fermée, je vais l'appeler sigma ici. La somme double de E scalaire ds sur sigma, c'est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Mais si à l'intérieur E égale 0, puisqu'on est à l'équilibre, et que si E n'était pas nul, ça mettrait les charges en mouvement, donc on ne serait pas à l'équilibre, d'accord? Donc E est égal à la 0 dans un conducteur à l'équilibre. Par conséquent, la somme de 0 scalaire ds, c'est égal à 0. Et donc la charge intérieure à n'importe quelle surface fermée dans le conducteur est nulle. Et donc il n'y a pas de charge à l'intérieur du conducteur. OK? Je peux le refaire. Le conducteur étant à l'équilibre, on sait que le champ E est nul dans le conducteur. Sinon, puisqu'il y a des charges mobiles par définition d'un conducteur, les charges se remettraient en mouvement, subiraient cette force-là, et par conséquent, ce ne serait pas à l'équilibre, puisqu'il y aura un mouvement. Donc, si le conducteur est à l'équilibre, E est nul. Mais si E est nul, sachant que le flux de E à travers n'importe quelle surface est égal à la charge intérieure à la surface divisée par epsilon 0, E étant nul, évidemment, le flux de E vaut 0, somme de 0 égale 0, et donc Q intérieur est nul pour n'importe quelle surface. Ouais? Non? Vous êtes d'accord que E égale 0? Oui? Non? 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 C'est parce que V est constant. Donc, Enfin, je dirais plutôt V est constant parce que E est nul. Ah. Si on est à l'équilibre, alors c'est sûr E égale 0, parce que si E n'était pas égal à 0, il y aura une force et donc des mouvements, et ce ne serait pas l'équilibre. Donc équilibre implique E égale 0, du coup ça implique que V égale constante, puisque E c'est moins gradient de V, et par ailleurs E égale 0 implique, donc c'est deux choses si vous voulez qui sont impliquées par le fait que E soit nul, c'est que bien sûr V égale constante, et d'autre part, somme de E ds si E est nul, c'est 0. Et donc la charge intérieure à n'importe quelle surface, sigma, est nulle. Et par conséquent, en fait, la densité de charge partout, parce que cette charge intérieure, ce n'est rien d'autre que la somme triple de ρ d'étau sur le volume enserré, là, divisé par epsilon 0, donc. Et donc, ceci est nul, quel que soit V, et donc ρ égale 0 partout. ρ égale 0 dans toute la masse du conducteur. Alors là, c'est différent, parce que si on prend une surface qui est à cheval, alors le flux du champ E ici est 0, là, bien sûr, parce que, mais par contre, à l'extérieur, rien ne dit que le champ E soit nul. Et si le champ E n'est pas nul à l'extérieur, alors ça veut dire que malgré tout, puisqu'il reste vrai que le flux de E à travers la surface et la charge intérieure sur epsilon 0, ça veut dire que si le champ n'est pas nul à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a une charge à l'intérieur de cette surface. Et comme elle n'est pas à l'intérieur du conducteur, c'est qu'elle est en surface. Elle ne peut pas être à l'intérieur, puisque pour n'importe quelle surface fermée qui est entièrement contenue dans le conducteur, la charge à l'intérieur de cette surface est forcément nulle, puisque le champ E est nul. Donc, il se peut qu'il y ait des charges. S'il n'y a pas de charge du tout, il n'y aura pas de champ non plus, l'affaire est réglée. Mais s'il y a un champ donc, créé par ce conducteur, c'est bien qu'il y a des charges, hein, sinon ce serait nul. Mais les charges ne peuvent pas être à l'intérieur, donc elles sont en surface. Il n'y a pas de charge libre à l'intérieur.
Il n'y a pas de charge libre. Oui, si vous voulez, précisément, ça veut dire que ρ égale 0 partout. Voilà. Donc il peut y avoir des charges plus et moins, mais ce qu'on pense, en chaque point, la densité de charge totale, la somme des charges plus et des charges moins, c'est 0. OK ? Voilà, donc c'est peut-être même pas tellement la peine d'en dire plus sur les conducteurs à l'équilibre. Je vais juste mentionner maintenant la situation des condensateurs sous influence totale. C'est-à-dire un condensateur, c'est deux conducteurs sous influence totale. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le prototype parfait des deux conducteurs sous influence totale, le voici. Vous avez un conducteur, peu importe la forme, je vais faire un truc zarbi là, voilà. Un conducteur à l'intérieur d'un autre. Oui, si, j'ai dit V égale constante, les charges en surface, non, mais je crois qu'on a tout dit. Et on fera l'énergie juste après. En fait, ça veut Ouais. dire qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur et en surface. Voilà, les charges ne peuvent être qu'en surface. Dès lors que le conducteur est à l'équilibre, il est impossible qu'il y ait des charges à l'intérieur, puisque C'est-à-dire qu'on prend notre surface de Gauss collée au périmètre du... la surface de Gauss, vous la prenez où vous voulez. Ça, c'est vrai tout le temps. Parce que je pensais que c'est la charge intérieure à la surface de Gauss. Absolument. Oui, Du oui. coup, ça pensait que c'est en surface du conducteur. Ah oui, oui, oui. Là, si on prend la surface rouge, là, somme de E scalaire ds, s'il y a un champ ici, E va pas être nul, et donc il faut bien qu'il y ait une certaine charge à l'intérieur de la surface rouge. Cette charge-là, comme on a vu qu'elle ne pouvait pas être à l'intérieur, elle est forcément en surface. Et ça, c'est si E est non nul à l'extérieur. Oui, ou alors on peut le faire à l'envers. S'il y a des charges, elles ne peuvent pas être en volume, donc elles sont en surface. Et si elles sont en surface, le flux de E ne peut pas être nul puisqu'il y a une charge là, et donc E est forcément pas nul À l'extérieur. à l'extérieur. Dedans c'est nul, et à l'extérieur c'est pas nul. D'ailleurs, on peut s'en servir, on peut appliquer maintenant le théorème de Gauss ici pour voir la discontinuité du champ. On avait déjà évoqué la discontinuité du champ à travers une surface chargée. Vous vous rappelez? On l'a même revu hier, je pense. On va zoomer là-dessus, là, à la surface du conducteur. Et on va prendre une petite surface de Gauss comme ceci. Un petit peu au-dessus, un petit peu dessous. Avec ici une surface, on va prendre une espèce de cylindre ici, de hauteur petite, H, et donc voilà, de surface S. Okay. Appliquons le théorème de Gauss à cette surface-là. Ça nous donne donc, bien sûr, que somme double de E scalaire ds à travers la surface est égale à donc Q sur epsilon 0, enfin Q intérieur sur epsilon 0. Puisqu'il n'y a des charges qu'en surface, la charge ici, c'est juste... la charge intérieure, c'est sigma fois S, d'accord? D'accord? La densité de charge localement fois la surface de la section ici du petit cylindre considéré. Et par ailleurs, E, alors, par symétrie, si on est vraiment, si H est très très petit ici, parce qu'on est vraiment au voisinage du conducteur, le champ E est perpendiculaire à la surface du conducteur. Et on a donc ici, enfin si on est sur un petit, enfin on considère un tout petit volume infinitésimal, donc E vaut ce qu'il vaut, et donc ici ça c'est égal à E, pardon, il me manquait le sur epsilon 0 ici,
on a E fois S aussi. Voilà, le flux de E, c'est E fois la surface, donc c'est E fois S. Et donc vous voyez que le champ au voisinage immédiat du conducteur chargé, en surface ici, ce E-là, c'est simplement eh bien, sigma sur epsilon 0, U orthogonal à l'endroit où on se trouve. OK ? Et donc, au voisinage d'un conducteur, au voisinage immédiat d'un conducteur, le champ E, c'est toujours sigma sur epsilon 0, U orthogonal. Alors, on avait déjà vu cette discontinuité quand on a étudié le champ E créé par un plan chargé uniformément. On avait trouvé au-dessus sigma sur 2 epsilon 0 et en dessous sigma sur 2 epsilon 0 dans l'autre sens. Hein, d'accord. Et la discontinuité, c'était ce qui est au-dessus moins ce qui est en dessous. Donc ça moins ça, ça faisait 2 fois sigma sur 2 epsilon 0, donc sigma sur epsilon 0. Ça reste vrai ici. Le théorème de Gauss nous dit qu'à travers ce qu'on vient de faire ici, à travers une surface fermée, la discontinuité du champ, c'est-à-dire le E juste au-dessus moins le E juste en dessous, c'est égal à la charge divisée par S fois la surface, c'est-à-dire sigma sur epsilon 0. Donc, dans le cas du plan uniformément chargé, on a sigma sur 2 epsilon 0 au-dessus, sigma sur 2 epsilon 0 dans l'autre sens en dessous. Dans le cas d'un conducteur, comme E égale 0 à l'intérieur, cette discontinuité nous dit que au voisinage immédiat du conducteur, on a sigma sur epsilon 0. Donc ça, c'est toujours vrai. Ça donne lieu, en particulier, à ce qu'on appelle l'effet de pointe. Peut-être. En fait, alors, il faut que je fasse un petit truc en plus avant de vous parler de cet effet de pointe. L'effet de pointe se programme parce que j'en ai jamais entendu parler. Ah oui? Non, j'ai une question. Ah, je ne sais pas. Ouais. Disons, ça peut faire partie d'un exercice. Pardon? L'exercice 1 duquel? Ah, de celui-là? Oui, absolument. Oui, oui. C'est lié à ça. Il y a un truc qui m'est passé dans l'esprit là que je voulais vous dire au passage. Ah oui, calculons. Ah non, faut tout faire en parallèle ça. Non, on va s'en tenir là pour l'instant et on revient au cas du conducteur unique. Rappelez-moi, je vais me le noter là. On va faire l'exemple de la sphère uniformément chargée après. Ok. Alors, je continue donc ces histoires de conducteurs. On a vu comment fonctionnait un conducteur. Il est... Ah oui? Non. L'exercice 2, c'est encore un condensateur. Mais justement, je vais introduire un peu les deux. Ouais? Oui, sphérique, mais oui. On s'avance pour l'exercice, en effet. Donc, un conducteur est uniquement chargé en surface. Le champ à l'intérieur est nul et le potentiel est constant partout sur le conducteur. Voilà. OK. Alors maintenant, considérons deux conducteurs, l'un dans l'autre. Et ces conducteurs peuvent éventuellement être chargés. Et voyons ce qu'on peut dire. Alors, supposons que ce conducteur, on va l'appeler 1, celui-là à l'intérieur, et 2, celui à l'extérieur. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de... C'est nul ici. Un jaune, ça ne se voit pas, ça. Non, ça, c'est même pas la peine, ça. C'est le seul qui fonctionne parce qu'il n'est jamais utilisé, en fait, c'est ça. Ok, alors on va appeler Q1 la charge portée globalement par le conducteur 1 et Q2 la charge portée globalement par le conducteur 2. Jusque-là, tout va bien.
Eh bien, je prétends, avec un aplomb impardonnable, que ce Q2 se répartit de la façon suivante. Alors, c'est un conducteur, donc il n'y a pas de charge en volume. Il peut y avoir que des charges en surface, mais il y a deux surfaces. Il y a une surface intérieure et une surface extérieure. Bien, ce que je prétends, c'est qu'ici, il y a exactement moins Q1. Et à l'extérieur, du coup, il y a Q2 plus Q1. Hein, de sorte que la somme des deux, ça fasse Q2. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. On a mis Q2 charge sur le conducteur 2, on a mis Q1 charge sur le conducteur 1. Eh bien, si on laisse le conducteur se mettre à l'équilibre, eh bien, les Q de charge qu'on a mis là-dessus, elles ne peuvent pas être en volume, elles sont forcément en surface, mais elles vont être très exactement réparties comme ça. Il y aura exactement moins Q1 à l'intérieur, et il y aura Q2 plus Q1 à l'extérieur. Pourquoi ça? Je vous écoute. Démontrer qu'il y a exactement moins Q1 à l'intérieur. Moins Q1 à l'intérieur du conducteur 2. Ouais. J'ai mis Q1 charge là-dedans, j'ai mis Q2 charge là-dedans, et je laisse faire. Eh bien, forcément, les Q2 charge vont se répartir en moins Q1 là et Q2 plus Q1 là. Ah, parce que si on prend une surface... Yes. Si on prend une surface entre le... Enfin, qui englobe le cœur, et à cheval exactement, voilà, on se place comme ça. Voilà. Ben là, on est à l'intérieur du truc total, donc à l'intérieur, il n'y a pas de E, donc Q doit être nul. Voilà. Q1 égale Q moins. Ici, E égale 0. Et vous voyez vraiment rien. Hein. Avant, vous voyez. Donc, E égale 0. Par conséquent, somme double de EDS sur cette surface jaune Zarbi là égale 0. Et par conséquent, Q intérieur égale 0. Et comme il y a déjà Q1 là, bah, il y a forcément moins Q1 là. Voilà. OK? Alors ça, c'est ce qu'on appelle deux conducteurs sous influence totale. Hein, c'est-à-dire que celui-ci est isolé de l'extérieur. Celui-ci n'est... Enfin, bref, ils s'influencent l'un l'autre. Et donc, vous avez moins Q1 d'un côté et Q1 de l'autre. Donc ça, c'est le prototype du condensateur. Ça, c'est un condensateur parfait où vous avez moins Q d'un côté plus Q de l'autre. Quel que soit le Q que vous mettez, il y a exactement cette charge-là de l'autre côté. Alors, quand on a un condensateur plan, quand on a un condensateur... Non, ça va? Quand on a un condensateur plan standard avec deux plaques de métal en regard l'une de l'autre, si vous chargez l'un avec la charge Q, en électrocinétique, on dit toujours de l'autre côté, il y a moins Q. Alors c'est vrai dès lors que on peut considérer qu'ils sont sous influence totale, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment proches l'un de l'autre et les effets de bord sont négligeables et que donc tout... Enfin, ils sont seuls au monde et en fait, bon, pour le cas du condensateur plan, on peut calculer explicitement la valeur du champ E si la plaque est infinie. Bah, tiens, on va le faire. Exercice. Calculer le champ E dans un condensateur plan, partout dans l'espace, créé par un condensateur plan uniformément chargé, comme ça. Exercice. Non, les méthodes. J'ai pas entendu. La géométrie des formes de Gauss. On les connaît déjà. Ah, si vous voulez, oui, si vous voulez utiliser, mais effectivement, comme vous dites, on connaît déjà le champ créé par un, voilà, par un plan uniformément chargé. Donc on suppose qu'il est infini, hein, c'est-à-dire on suppose que leur espacement est suffisamment petit par rapport à leur taille. Alors on va appeler ça petit e, leur espacement. On va appeler S la surface des plaques.
Et puis donc, on va supposer que ce S est grand par rapport à E, enfin, par rapport à E carré, si vous voulez. Pour revenir à ça, Oui, en fait, c'est le bilan global des charges qui est nul. Parce que, oui. C'est-à-dire parce que si à l'intérieur, il y a qu'il y a des charges. Mais c'est le bilan global qui est nul. à l'intérieur du conducteur, Oui. en chaque point, la densité de charge est nulle. Maintenant, si vous me dites que dans la matière, il y a des noyaux avec des protons dedans qui ont une charge et des électrons, oui, Non, certes. c'est pas ça. C'est qu'au centre, on a quand même Q1. Dans la couche d'après, on a moins Q1. Du coup, la somme des deux, ça fait 0. Ouais. Mais on a quand même des charges. On a des charges, mais on n'a pas des charges dans le volume du conducteur. Là-dedans, il n'y a pas de charge. Là-dedans, il n'y a pas de charge. C'est pas où il y a des effets de peau ou un truc comme ça. Je sais pas. Oui, enfin... Pas le vent. C'est pas grave. Ouais, c'est un lien avec l'effet de chaud d'ailleurs, le fait que les charges ne rentrent pas et restent à la surface, c'est lié ou pas du tout? Non. 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 Enfin, non, c'est autre chose, parce que l'effet de peau, vous référez au fait que quand on fait passer du courant à haute fréquence dans un conducteur, ça se met sur... Oui, mais là, vous voyez, justement, c'est un cas... Alors, c'est lié à la fréquence. Et c'est un cas où, justement, vous n'avez pas un conducteur à l'équilibre, vous avez du courant qui passe. Parce que si le conducteur n'est pas à l'équilibre, il n'est pas vrai que les charges sont qu'en surface. Hein. C'est-à-dire, quand vous avez un fil de cuivre, un bête fil de cuivre, vous faites passer un courant dans le fil, les charges elles bougent partout. Il y a un champ dedans. C'est pour ça que les charges bougent. Mais justement, s'il est à l'équilibre, alors s'il y avait un champ, elles bougeraient. Mais comme elles ne doivent pas bouger parce que c'est à l'équilibre, il n'y a pas de champ. Hein. Donc l'effet de peau, c'est si vous voulez faire passer du courant alternatif, là par exemple avec une haute fréquence, on peut montrer effectivement que les charges ne pénètrent pas trop dans le cœur, et de moins en moins quand la fréquence augmente, etc. Enfin, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas des conducteurs à l'équilibre, enfin bon, c'est pas la même chose. Voilà, on était où? Oui, alors ici, donc on va négliger les effets de bord, c'est-à-dire qu'on considère que les plaques sont infinies. Donc quel est le champ créé par une plaque infinie uniformément chargée? Donc quelle est ici on va appeler sigma la densité de charge. Donc sigma, c'est simplement Q sur S, d'accord? S'il y a sigma ici, il y a moins sigma ici, d'accord? Alors quel est le champ créé par une plaque infinie? Donc on vient de le revoir, effectivement, sigma sur 2 epsilon 0 comme ça, sigma sur 2 epsilon 0 dans l'autre sens, symétrie du champ, le champ E est un vrai vecteur, donc c'est parfaitement symétrique par rapport au plan de symétrie. Donc allons-y, cette plaque-là crée ça, l'autre plaque ici crée exactement l'opposé, donc par là, donc là il y avait sigma, là il y a moins sigma, donc par là ça fait moins sigma sur 2 epsilon 0 orienté comme ça, et puis là moins sigma sur 2 epsilon 0 orienté dans l'autre sens, donc il faudrait mettre les vecteurs comme il faut, enfin les flèches traduisent la direction, et ça traduit la norme dans la direction donnée par les flèches. Par conséquent, entre les deux, il y a plus sigma sur 2 epsilon 0 par là, moins sigma par là, donc ça fait 2 sigma sur epsilon 0, enfin sigma sur 2 epsilon 0 entre les deux, donc la somme des deux c'est un champ comme ça avec sigma sur epsilon 0. Et ici, il y a le champ créé par celle-ci, c'est-à-dire ça, plus le champ créé par celle-ci, c'est-à-dire ça. Donc ça plus ça fait 0. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc moralité, le champ créé par ce condensateur plan partout dans l'espace, si on néglige les effets de bord, eh bien c'est un champ, alors je peux représenter les lignes de champ comme ça, qui vont d'une plaque à l'autre, un champ E qui vaut simplement sigma sur epsilon 0, UX si j'appelle ça la direction UX. Bon. Et ailleurs, 0. Donc là, on est dans un cas approché d'influence totale. Hein, le champ est nul partout. Et les charges sont les mêmes sur chaque plaque. Et E vaut donc sigma sur epsilon 0. Entre les plaques du condensateur. Du coup, quelle est la différence de potentiel entre les deux plaques? Si je mesure la tension entre les deux, là. U égale donc delta V, égale somme de moins dV, enfin, égale somme de dV
du départ à l'arrivée, enfin non, de l'arrivée au enfin si, du départ à l'arrivée, donc j'appelle ça 1 et j'appelle ça 2, donc de 1 à 2. Donc, non, pardon, U, enfin, ça dépend quel U. On va dire que c'est U12. Allez, U12, donc c'est V1 moins V2. Je vais l'écrire explicitement, ce sera plus simple. V1 moins V2. Donc là, pour le coup, c'est somme de moins dV de 1 à 2. OK ? Somme de dV, ce serait V2 moins V1. Donc, ça, c'est somme de moins dV. Et moins dV, c'est moins grade de V scalaire dr. Donc, somme de 1 à 2 de moins grade V scalaire dr. Par définition du gradient de V scalaire dr, c'est dV. Et moins grade de V, c'est E. Et donc ça, c'est somme de 1 à 2 de E scalaire dr. C'est quand on écrit U12, la flèche vers V1 moins V2. La flèche, elle va de 1 vers 2 ou de 2 vers 1? Elle est comme ça. Elle va de 2 vers 1. Ouais. Hein, quand dans un circuit, je sais pas, vous avez donc, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, ça, cette tension-là, ou UL ici, c'est ça moins ça. D'accord. Le bout de la flèche moins la queue. Ouais. Ouais. Ok, donc E scalaire dr, et E, on l'a, c'est sigma sur epsilon 0, donc ceci est égal à, enfin, fois UX, et donc si on se déplace d'une plaque à l'autre en suivant X ou pas d'ailleurs, peu importe, puisque si on fait scalaire dr, ça fait sigma sur epsilon 0 fois la distance parcourue, c'est-à-dire petit e, si on appelle petit e l'épaisseur, enfin la distance entre les deux plaques. Et donc on a la tension qui vaut sigma sur epsilon 0 fois cette épaisseur, cet espacement, si vous voulez, entre les deux plaques. Par ailleurs, sigma, c'est Q sur S, densité de charge, densité surfacique de charge. Par conséquent, U, c'est U, c'est, eh bien, je remplace sigma par Q sur S, et donc ça fait QE sur epsilon 0 S. Et vous constatez une chose magnifique, c'est que U, la différence de potentiel, est proportionnelle à la charge. Eh bien, c'est ça, un condensateur. Q égale CU. U égale Q sur C. Et donc, on vient de calculer la valeur de la capacité d'un condensateur plan. E sur epsilon 0 S. Absolument. Q égale CU. Et donc C égale epsilon 0 S sur E. Voilà. Donc ça, c'est bien de le savoir par cœur, ce epsilon 0 S sur E, soit dit en passant. Vous voyez qu'une capacité, c'est epsilon 0 fois une longueur. Enfin, une surface sur une longueur, donc fois une longueur. Voilà, on vient de calculer la capacité du condensateur plan. Alors ça, c'est un exercice archi classique. Il faut vraiment que vous sachiez le refaire. Hein. On connaît la charge, le champ créé par une plaque uniformément chargée. Là, il faut juste faire la somme des deux. Et puis, tout le reste s'en déduit. Ça tient sur un demi-tableau. Hein. Voilà. Alors, il y aurait une autre remarque profonde à faire. Qui porte sur l'énergétique, mais pour ça, il va falloir qu'on introduise un petit peu, justement, l'énergie électrostatique. Le fait d'avoir une charge soumise à un certain potentiel, dans un certain potentiel électrostatique, implique qu'il y a de l'énergie. Vous savez,
par vos souvenirs d'électrocinétique que l'énergie emmagasinée dans un condensateur comme ça, c'est 1/2 de CU carré ou 1/2 de Q2 sur C, c'est pareil, hein, puisque U égale CU, enfin Q égale CU. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? D'où vient-elle? Donc ce qu'on va voir, ce que j'ai déjà annoncé quand on a fait l'électrocinétique, c'est qu'en fait ce n'est rien d'autre que l'énergie du champ E qui règne ici dans l'espace. Et pour bien comprendre ça, il faut qu'on revienne donc sur la question énergétique. Pourquoi il y a de l'énergie associée à une charge dans un certain champ, c'est-à-dire associée à un certain potentiel? Tout simplement parce qu'il y a une force, déjà. Parce qu'une charge, elle va créer un champ autour d'elle. Voilà, une charge crée un champ, effectivement. Et n'importe quel objet chargé qui rentre dans cette zone va subir une force. Va subir une force, exactement. Donc une charge Q, ça crée un champ Q sur 4pi epsilon 0 R2 UR. Hein, si on prend comme origine ici voilà, la charge en question. Donc effectivement, une charge qui se trouve dans ce champ, donc à proximité de la charge, enfin pas forcément proche, mais disons dans la zone d'influence qui est tout l'univers de cette charge-là, une charge, donc je peux m'appeler celle-là Q1 par exemple, une charge Q2 maintenant qui va se trouver dans le champ E1 créé par la charge Q1 subit une force effectivement F de 1 sur 2 qui vaut Q2 E1, c'est-à-dire donc Q1 Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. On parle de quoi? Enfin, c'est juste que... Ouais. C'est quoi la problématique dans le... Ah, c'est l'énergétique maintenant. Ah là, Oui. Voilà, je vais montrer que des charges associées à certains potentiels, des charges dans un champ, ça coûte ou ça peut fournir de l'énergie. Donc la question c'était pourquoi y a-t-il de l'énergie associée à cette problématique d'électrostatique? Simplement parce qu'il y a des forces, et dès lors qu'il y a des forces, il peut y avoir un travail des forces. Donc si vous déplacez une charge dans un champ, la force de Coulomb va travailler. Le travail élémentaire, ça va être simplement F scalaire le déplacement. Ça, c'est le travail de la force électrostatique lors d'un déplacement dr. Donc, sans surprise, c'est de la mécanique de base. Delta W, c'est la définition du travail. C'est F scalaire dr. Et donc, ici, ça fait QE scalaire dr. D'accord? Mais E, c'est moins gradient de V. Donc, c'est moins Q grade de V scalaire dr. Grade de V scalaire dr. Tout le monde suit là? Et par définition, grade de V scalaire dr, c'est dV, c'est exactement ce qu'on vient de voir là. Donc ça fait moins Q dV. Et vous voyez que par conséquent, le travail élémentaire, c'est la variation d'une certaine quantité. Quelle quantité? Eh bien, QV. Donc ça, c'est moins D de QV. Et quand le travail est la variation d'une certaine grandeur, eh bien, c'est que la force, voilà, c'est que la force dérive d'un potentiel au sens d'énergie potentielle. Et par définition, delta W, c'est moins D de EP, hein, où EP est l'énergie potentielle, quand ça dérive d'un potentiel. Mais là, donc, on voit à la fois que ça dérive d'un potentiel, puisque le travail élémentaire, c'est bien la différentielle de quelque chose. Donc ça nous dit que ça dérive d'une énergie potentielle, et ça nous donne en plus, au passage, l'expression de l'énergie potentielle, qui est QV. Alors, définie à une constante près. Hein. Ce qui compte, c'est la variation de l'énergie potentielle, donc la variation de QV. Donc EP, c'est QV plus une constante, si vous voulez. Donc, avoir une charge Q dans un potentiel V,
c'est en soi, si votre système c'est une charge dans un certain potentiel, eh bien il y a de l'énergie qui est l'énergie potentielle QV. Voilà. Je peux le mettre plus constante pour rappeler que c'est... Est-ce que cette énergie potentielle QV, c'est le potentiel scalaire dont on a parlé, enfin, ça peut être vu comme un potentiel scalaire, le champ E, dont on a parlé au cours d'avant. Oui, ce V-là, c'est le potentiel scalaire, c'est le potentiel électrostatique. Hein. C'est le V qui vaut... Enfin, c'est le V dont dérive E, hein, E égale moins grade de V, comme je l'ai rappelé là. Donc, pour une charge ponctuelle, le V, c'est Q sur 4 pi epsilon 0R. C'est le potentiel électrostatique. Eh bien, si vous avez une charge Q dans un certain potentiel électrostatique, créé par une charge, par 12 charges, par une distribution de charges, volumique, surfacique ou ponctuelle, peu importe, vous avez un certain potentiel qui règne dans l'espace, dont le champ E est moins le gradient. Eh bien, d'avoir une charge dans ce potentiel-là, ça donne une énergie potentielle Q fois V. OK ? OK. Tiens, peut-être, est-ce qu'on peut faire ça? Regardons, de ce simple point de vue-là, c'est pas, enfin, voilà, de ce simple point de vue-là, quelle est l'énergie du condensateur? Là, on a une charge grand Q au potentiel V1 et une charge moins grand Q au potentiel V2. C'est la somme des deux. Ouais, il va y avoir un problème d'un facteur 2 que il faut que je l'introduise d'abord, le facteur 2, parce que ça va faire... Ouais. Oui, parce que le potentiel est lié à la présence de la charge. Donc, OK, laissons ça en suspens, j'y reviens après, mais il faut faire attention à une chose. Donc, OK, on est d'accord, une charge Q dans un potentiel V, ça donne une énergie potentielle QV plus une constante. Hein, quand on dit ici que le potentiel électrostatique, c'est Q sur 4 pi epsilon 0, c'est ça plus une constante, mais en général, par convention, on prend le potentiel nul à l'infini, tant qu'à faire. Hein. Du coup, un demi de epsilon 0 E carré. Oui, mais pourquoi? Eh oui. Alors, prenons la situation de deux charges, Q1 et Q2, comme on l'a fait ici, là. Quelle est l'énergie associée à ces deux charges? Alors, il y a deux façons de le voir. D'avoir Q1 tout seul, bon, ok, Q1 est là, il n'y a pas d'énergie particulière. C'est-à-dire, il n'y a pas une force qui agit, s'il n'y a pas d'autre champ, hein, que le champ créé par Q1, il n'y a pas une force qui agit sur Q1 pour la faire déplacer. Il n'y a pas d'énergie associée à ça. Si vous laissez faire le système avec une seule charge, bah, il ne se passe rien. Si vous avez une deuxième charge et que vous laissez faire le système, soit elles sont de charge opposée et elles se repoussent, soit elles sont de charge contraire et elles s'attirent. Et donc c'est là qu'il y a une force interne au système à laquelle est associée l'énergie potentielle. Donc vous avez deux façons de voir cette énergie potentielle. C'est l'énergie qu'il faut, donc pour constituer ce système, c'est l'énergie qu'il faut pour amener Q2 dans le potentiel V1, le potentiel créé par la charge Q1, ou bien c'est l'énergie qu'il faut pour amener la charge Q1 dans le potentiel créé par la charge Q2. Donc l'énergie potentielle de ce système, c'est Q1 V de 2 sur 1, ou bien Q2 fois V de 1 sur 2. J'ai l'impression que la chimie vous a tous tués là. Je sens que je vais ramer 2 heures là. On peut qu'une. On va vous aider. Allez, un petit effort. Ça vous va ça? Bon. Et du coup, donc on le retrouve avec le fait que V, ça, donc ça c'est Q1 fois
Q2 sur 4 pi epsilon 0 R, la distance entre les deux. Et ça, c'est effectivement Q2 fois Q1 sur 4 pi epsilon 0 R. Donc c'est évident que c'est la même chose. Mais vous voyez, conceptuellement, ça, c'est l'énergie qu'il faut pour amener Q2 dans le champ créé par Q1. Et ça, c'est l'énergie qu'il faut pour amener Q1 dans le champ créé par Q2. En fait, c'est l'inverse. Je l'ai dit à l'envers, mais bon, voilà. Et du coup, ça, c'est en fait 1,5 de la somme des deux. Oui. Il sort d'où le 1,5? Ah, ils sont égaux. Ah oui, oui. Donc, c'est 1,5 de leur somme. Donc, c'est 1,5 de Q1 V sur 1 plus 1,5 de Q2 V sur 2. Et de la même façon, quand vous avez plein de charges, chacune dans le champ de l'autre, pardon, chacune dans le champ de tous les autres, QI, QN, l'énergie de constitution de ce système de charge, bah, ça va être 1,5 de Q1V1 plus 1,5 de Q2V2 plus 1,5 de QNVN. Donc ça fait somme sur I des 1,5 de QIVI où VI, c'est le potentiel au point où se trouve la charge QI. Donc c'est somme, si vous voulez, c'est la somme du potentiel que la charge J exerce sur la charge I pour tous les J sauf elle-même. Ouais. Avec le système à... Pourquoi, je comprends pas pourquoi dans l'équation d'énergie potentielle, on met somme des 1,5. La somme des 1 sur n plutôt. C'est vrai, moi j'aurais fait somme des 1 sur n. Ah non. Mais pourquoi 1,5 avant? Ah bah parce que... Est-ce que je ne vois pas le Ah. expliquer d'où vient le 1,5 sur le... Alors, oui, le 1,5 vient du fait que... vient du fait que il ne faut pas compter deux fois l'énergie potentielle. Il y a l'énergie d'une charge dans le champ des autres et l'énergie de chacune dans le champ de toutes les autres. Mais quand vous faites ça, vous allez prendre deux fois chacune. D'accord? D'où le 1,5, effectivement. Si vous voulez, vous les amenez une par une. Poser Q1, ça ne coûte rien. Q1 est là, dans le champ de personne, ça ne coûte rien. Ensuite, vous amenez Q2. Donc là, il va y avoir, il faut ajouter Q2 fois le champ que 1, enfin, le potentiel que 1 crée sur 2. Puis après, vous amenez Q3. Donc là, il va falloir ajouter Q3 fois le potentiel que déjà 1 a créé à ce point-là et 2 a créé en ce point-là. D'accord ? La première charge, ça ne coûte rien. La deuxième, ça coûte le potentiel de la première. La troisième, ça coûte le potentiel des deux premières. La quatrième, etc. Et donc, vous allez avoir une somme des QI fois le potentiel que les autres ont créé sur elle, mais toutes les autres plus petites que lui-même. Parce que les autres ne sont pas encore là. Et si vous faites la somme de ça, ça va vous donner la moitié de si vous aviez fait la somme de tous les J, y compris plus grand que I. D'accord, il y en aura un sur deux. Enfin, vous les compterez deux fois sinon. Là, vous ne le comptez qu'une fois. Et si vous faites la somme sur tous les J, vous les comptez deux fois. Donc, il faut faire 1,5. Il faut mettre 1,5. Donc, voilà l'énergie potentielle créée par une distribution de charge. Et donc, maintenant, on va passer... Donc ça, c'est pour des charges ponctuelles. Maintenant, on va passer à des distributions de charges. Eh bien, la généralisation de ça, qu'on peut montrer précisément en construisant la distribution de charges en question, mais d'abord, vous avez l'air vraiment trop fatigué pour ça, et on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Vous admettrez donc que la généralisation de ça, dans le cas d'une distribution continue de charges, c'est somme sur tout le volume où il y a des charges, de 1,5 de ρ V des taux. Donc, ρ au point R fois V en R. D'accord ? Parce que ce V là, on est bien d'accord, c'est le V, c'est le potentiel au point où se trouve la charge QI.
Donc ça, c'est juste la version continue de ça. Donc voilà l'expression de l'énergie potentielle associée à l'existence même d'une certaine distribution de charges. Donc, distribuer des charges dans l'espace, c'est pas gratuit, ça coûte de l'énergie. Combien? Exactement comme ça. Rho, c'est la densité de charge. Rho, c'est la densité de charge. Distribuer des charges dans l'espace, ça coûte de l'énergie. Enfin, il y a de l'énergie associée à une distribution de charge, parce que D'accord, ok. voilà, parce qu'il y a des forces qui se manifestent. Si vous laissez évoluer ces charges, si vous prenez deux charges et que vous les laissez évoluer, soit elles se repoussent, soit elles s'attirent, mais il y a une force électrostatique qui va mettre en jeu un travail, et donc et l'énergie se conserve, et il y a de l'énergie, voilà, il y a une énergie associée qui va être responsable du mouvement, etc. Voilà, donc EP vaut ça, et bien à partir de ça, on va avoir le fameux epsilon 0 2 sur 2. Donc on va faire plus court pour démontrer ça, simplement en notant que, à nouveau, que E c'est moins gradient de V. Ah oui, non, mais pas E c'est moins gradient de V. Et par ailleurs, ρ est relié à E. Comment ρ est relié à E? Sur le volume Divergence de E. égale rho sur epsilon 0. Yes! Ok? C'est Maxwell, absolument. C'est l'équation de Maxwell-Gauss. Et donc, ici, en fait, je peux réécrire cette énergie potentielle comme étant égale. Il n'y avait pas une équation avec la conservation de la charge locale qui ressemblait à ça, non? Si, ça, là. Plus 0 de rho. Alors, et ça, donc, ça correspond à quoi, alors? Ça, c'est la conservation locale de la charge. Conservation locale de la charge. Ok, ça, c'est l'équation de Maxwell-Gauss, celle qui est équivalente au théorème de Gauss. Si vous faites l'intégrale de ça sur un volume, l'intégrale de divergence, c'est le flux. Donc après, on utilise autographique en point de vue. En fait, non. Non, on va juste écrire. Donc, je vais remplacer ρ par epsilon 0 div de E. Donc ça fait somme triple de 1,5 de epsilon 0 div de E fois V d'étau. Et là, je vais sortir du chapeau une petite formule bien sympathique, mais que vous saurez parfaitement écrire vous-même, j'en suis sûr. Div de V fois E. Ah, si je connais. C'est V Quoi, V? fois divergence de E plus gradient V scalaire E. C'est quoi, V? V, le potentiel. Ah, c'est le potentiel. Ouais. Ça fait V fois div de E plus. Alors effectivement, ça c'est un opérateur différentiel. Vous dérivez un produit. Oui, je vous écoute. V. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Vous voulez qu'on participe? Si, je veux que vous participiez. V égale div de E. Égale V div de E, oui, plus. Gradient de V scalaire E. Plus gradient de V scalaire E. Oui. Alors on connaît, on y va. Ouais, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Et donc, je voulais que tout le monde voit que ça se retrouve en 2 secondes. Ça, c'est un opérateur dérivé. Donc, la dérivée d'un produit, c'est le premier fois la dérivée du second, plus la dérivée du premier fois le second. Donc, voilà. Hein. Donc, effectivement, div de VE, c'est V div de E plus gradient de V scalaire E. Et du coup, il n'y a plus qu'à remplacer. EP, c'est donc égal à... Hein, donc, je vais... ça, là, div de E fois V, c'est donc ça moins ça. OK? Ça moins ça. Et donc, ça fait somme triple sur tout le volume de 1,5 de epsilon 0. Div de E fois V, donc on a dit... Donc, ça fait div de VE des taux moins 1,5 de somme triple de 1,5 de epsilon 0 grade de V scalaire E des taux. C'est très beau ça, non? Alors maintenant, Greenhouse-Rogatsky, let's go. Ça, Voilà, c'est la intégrale double, je ne sais pas si parmi. voilà. EP égale l'intégrale double sur la surface qui enserre le volume V sur lequel on a intégré,
de 1,5 de epsilon 0, donc VE scalaire ds. Et puis, grade de V, c'est moins E. Hein, E, c'est moins grade de V. Donc ça fait plus, en fait, avec moins 1, moins, ça fait plus. Plus somme triple sur tout le volume de 1,5 de epsilon 0, E2 d'étau. Il y a 2 fois 1,5 là dans la formule. Là. C'est pas un problème là? Pourquoi? Regardez en bas à droite, il y a... Ah oui. Oui. Ah, mais c'est ça pareil. Ah, ben oui. C'est pas mal. Alors, il reste à finir quand même proprement. Ça fait combien? Bah, ça dépend de S. Mais si on intègre sur tout l'univers, c'est-à-dire si on fait tendre la surface qui enserre le volume V ici, si on la fait tendre vers l'infini. Oui, alors on ne ressent plus la charge, mais elle est toujours quand même un peu là. Par contre, donc imaginons que notre surface soit une sphère de rayon R. V, ça décroît comment par rapport à R? En 1 sur R. Ça décroît en 1 sur R, ou pire qu'en 1 sur R. Ou plus vite qu'en 1 sur R. Le moins vite que puisse décroître V, c'est 1 sur R. C'est la charge, c'est le potentiel créé par une charge. On verra que si on a un dipôle, ça décroît même en 1 sur R2. Mais en tout cas, ça décroît au moins comme 1 sur R. Le champ E, pareil, le champ créé par une charge, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 R2, ça décroît en 1 sur R2. Enfin, c'est inférieur à un truc qui décroît en 1 sur R2. Donc ça décroît comme 1 sur R3, voire pire. Tandis que la surface n'augmente qu'en R carré, la surface de la sphère, 4 pi R2. Donc si vous allez suffisamment loin, ce truc-là va être de plus en plus petit, et à l'infini, ça va tendre vers 0. Donc ça, ce terme-là, il tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Par conséquent, EP, puisque ceci est vrai pour n'importe quel V et n'importe quel S, hein, enfin, en fait, non, EP, non, pardon, en fait, c'est vrai jusqu'à l'infini, enfin, partout où il y a des charges, mais dès lors qu'on a encompassé, comme on dit en français, enfin, qu'on a englobé toutes les charges, c'est vrai pour n'importe quel V et n'importe quel S, je peux aller aussi loin que je veux. Si je vais jusqu'à l'infini, ce terme-là vaut plus rien, mais ça veut dire qu'il faut que je somme sur tout l'espace. Eh bien ça, donc EP, c'est la somme sur tout l'espace de 1,5 de epsilon 0 E carré d'étau. Et donc, alors là, je mets sur tout l'univers. Hein. Partout où il y a du champ. Et donc, tout se passe comme si il y avait une densité d'énergie en chaque point qui vaut 1,5 de epsilon 0 E2. Alors, strictement parlant, on n'a pas démontré que ça, c'est une densité d'énergie en chaque point. On a juste démontré que l'énergie totale, c'est la somme de ça partout. Alors, on verra plus tard, quand on fera les vecteurs de Poynting, etc., que c'est effectivement une énergie locale. Mais en tout cas, globalement, l'énergie potentielle associée à l'existence même d'une distribution de charge est égale à la somme des 1,5 de epsilon 0 E carré sur tout le volume. Donc, cette implication mériterait d'être démontrée, et on ne l'a pas fait encore, on le fera plus tard. Pour l'instant, tout se passe comme si il y avait une densité d'énergie électrostatique qui est égale en chaque point à epsilon 0, 1,5 de epsilon 0 E carré. Donc, densité d'énergie électrostatique. OK? Alors, voyons ce que ça donne pour le condensateur plan. Suite de l'exercice du condensateur plan. Je peux effacer, là? À gauche, ouais. Bah,
Oui, mais on a direct, enfin, on a E, hein. Donc, pour le condensateur plan, là, donc, l'énergie du condensateur plan, c'est donc la somme sur tout l'espace de 1,5 de epsilon 0 E2 des taux. Or, E, on a vu que c'était 0 partout, sauf à l'intérieur, où ça valait sigma sur epsilon 0. Enfin, UX. Donc ça, c'est égal à la somme sur le volume entre les plaques, puisque partout ailleurs, il n'y a pas de champ, enfin le champ est nul, volume entre les plaques, de 1,5 de epsilon 0, E carré, c'est-à-dire sigma 2 sur epsilon 0 carré, fois d taux, le volume en question. Alors ça, c'est une constante, ça tombe bien. Oui, il y a une question? Non. Ça, c'est une constante, donc je peux la sortir. Ça fait donc 1,5 de sigma 2 sur epsilon 0 fois eh bien, le volume des plaques. Sigma, c'est la densité de charge. Non, mais E, c'est sigma sur epsilon 0. Et vous sortez sigma de l'intégrale là? Bah, c'est une constante. C'est le sigma. C'est la densité de charge sur les plaques. Ah oui. Ça vaut ce que ça vaut. Bon. Donc, on a 1,5 de sigma sur epsilon 0, de sigma carré sur epsilon 0 fois le volume entre les plaques. C'est-à-dire S fois E. Hein? La surface fois l'épaisseur. D'accord? On rappelle qu'on a petit E là et S, la surface des plaques. Bon, ben voilà, c'est réglé. Maintenant, je vous rappelle que on avait U qui était égal à, je l'ai effacé, mais vous l'avez encore, c'était E fois E fois petit e, c'est-à-dire sigma sur epsilon 0 E, je le retrouve vite fait là. Et on avait Q, évidemment, qui valait sigma. Oui, enfin, peu importe, c'est l'un ou l'autre. Q, c'est sigma fois S, ok, soit. Donc là, si vous voulez, on a un Q carré, là. Donc, on a 1,5 de Q2 sur epsilon 0 S, E. Et je vous rappelle que C, c'était epsilon 0 S sur E. Donc, ceci est égal à 1,5 de Q2 sur C. Ou encore 1,5 de CU carré. Voilà. Donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur, le fameux 1,5 de CU2 ou 1,5 de Q2 sur C, puisque Q égale CU, ce n'est rien d'autre que l'énergie du champ E qu'il y a dans le condensateur. Voilà pourquoi il est impossible de faire changer la tension aux bornes d'un condensateur de façon instantanée, parce que pour changer sa tension, il faut changer sa charge. Et donc, en changeant la tension ou en changeant la charge, vous changez l'énergie du champ E. E, c'est l'énergie du champ E, c'est pas... Ça c'est l'énergie, oui. Enfin, ça c'est l'énergie du condensateur plan. Oui, pardon. Je vais le mettre comme ça. Je l'ai dit à l'oral, mais voilà. C'est l'énergie du champ. Donc, l'énergie emmagasinée dans le condensateur plan, c'est somme de tout ça. Ça, c'est le champ électrique. Hein. Donc, l'énergie qu'on dit emmagasinée dans le condensateur, elle est effectivement emmagasinée au sens où c'est la présence du champ E. Bah, vous savez bien, quand on charge un condensateur, on fournit de l'énergie et... Eh bien justement, on vient de découvrir ce que c'est que cette énergie. C'est l'énergie du champ E. Avant, on ne le savait pas. On savait juste qu'effectivement, quand on charge un condensateur, on fournit plus d'énergie que ce qu'on en dissipe dans la résistance, comme s'il y avait de l'énergie perdue, mais on avait vu qu'on pouvait récupérer l'énergie quand on fait se décharger le condensateur. Et c'est pour ça qu'on parlait d'énergie emmagasinée. Quand vous chargez le condensateur, ça vous coûte de l'énergie. Quand vous le déchargez, ça vous la rend.
parce que l'énergie se conserve. Mais où est-elle cette énergie? Eh bien maintenant, on le sait, elle est dans le champ électrique, électrostatique associé à la présence des charges. Voilà. Les charges créent un champ, le champ coûte de l'énergie. Et donc, vous ne pouvez pas changer la charge du condensateur instantanément, parce qu'il faudrait changer l'énergie instantanément, mais comme l'énergie se conserve, si vous voulez diminuer ou augmenter l'énergie du condensateur, il faut l'amener ou la retirer, et donc il y a une certaine puissance associée à ça. Donc, vous ne pouvez pas retirer ou amener de l'énergie instantanément, parce que ça faudrait une puissance infinie. Et aucun générateur ne peut fournir une puissance infinie, bien sûr. Ce serait beau ou pas beau, je sais pas, ce serait dangereux peut-être aussi. Et du coup, donc on ne peut pas amener une puissance infinie, donc on ne peut pas le faire passer brutalement. Ouais. Donc c'est discontinu. Non, justement, donc c'est pas discontinu. C'est-à-dire, vous vous rappelez, si vous chargez un condensateur, hein, typiquement vous avez un circuit RC comme ça, vous chargez le condensateur, donc vous fermez l'interrupteur, d'accord? Eh bien, vous allez voir que la charge du condensateur ou la tension aux bornes du condensateur, en fonction du temps, ça va, donc c'était 0 et ça ne va pas passer instantanément à... Ça va finir par être égal à E ici, mais ça va y aller progressivement avec une constante de temps qui, vous vous rappelez, est égale à RC. Très bien. Taux égale RC. Donc ça va mettre un temps ici à peu près RC. Enfin, au bout de 4-5 RC, on arrive à 99% de... D'accord. Et ça, est-ce qu'on a... Enfin, vous pouvez redire le lien entre ça et ce qu'on vient de faire? Eh bien ça nous montre que l'énergie qui est emmagasinée dans ce qu'on appelait énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est en fait très concrètement l'énergie du champ E, du champ électrique créé par les charges qui sont sur le condensateur. On voit d'où ça vient. Voilà, c'est ça. La nature physique de cette énergie, c'est l'énergie du champ E. D'avoir un champ E quelque part, c'est en soi de l'énergie. Si vous voulez augmenter le champ E, il faut apporter de l'énergie. Si vous voulez diminuer le champ E, il faut évacuer de l'énergie. Il y a de l'énergie associée au champ E. Combien? Exactement ça. La densité d'énergie en un lieu de l'espace où il règne un champ E, c'est 1,5 de epsilon 0 E carré. Alors maintenant, il y a exactement la même chose avec le champ B. Et ce serait bien qu'on le fasse. On le fait? On le fait aussi vite que possible, mais il faut qu'on le fasse. Alors allons-y. Je peux effacer à droite maintenant. Alors, pareil, pourquoi il y a de l'énergie donc on a vu qu'il y avait de l'énergie associée à des charges dans un certain champ. Tout simplement parce qu'il y a une force qui est Q fois E, et on a déroulé le tapis, enfin le truc, et on a obtenu, voilà, on a obtenu tout ça. Pourquoi maintenant il y a de l'énergie associée au champ B? Oui, alors il y a de l'énergie associée au champ B. En fait, c'est le lien entre le courant et le champ B qui va nous mener vers cette énergie. On a vu, donc, si vous avez une charge associée à un certain potentiel, donc dans un champ E, on avait la force F égale QE. C'est quoi l'équivalent de ça pour le champ magnétique? C'est que c'est effectivement la force de Laplace qu'on a vu hier ou je ne sais plus quand. Si vous avez un certain courant qui passe dans un circuit et qu'il y a un champ B, eh bien vous avez une force, on l'avait écrit sur une petite portion de circuit dl, on a une force qui est IdL vectoriel B. D'accord? Donc, pour trouver l'énergie potentielle associée à tout ça, eh bien, il faut calculer le travail de cette force lors d'un déplacement, et ça va nous donner le travail de la force, si c'est une force conservative, ce qui est évidemment le cas là, parce qu'on a des forces vraiment fondamentales, c'est moins, enfin, delta W, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. Alors, est-ce qu'on voulait qu'on fasse... on peut au moins, parce que ça aussi, c'est un truc qui est utile de faire. Imaginons qu'on a un circuit dans lequel passe un courant I.
Et on va le déplacer dans un champ B uniforme. On ne va pas se compliquer, on pourra faire changer les champs B après, mais si on fait changer le champ B, il va y avoir de l'induction, etc. Donc bon. Pour l'instant, on dit qu'on reste dans magnétostatique standard. Donc j'ai un circuit I et je veux le déplacer dans un champ B constant et uniforme aussi, de sorte que c'est le même champ B quand je déplace le circuit. Alors quel est le travail de la force de Laplace lorsque je passe du circuit d'ici à ailleurs? Donc je vais déplacer le circuit. Alors le problème, c'est que contrairement au cas d'une charge ponctuelle où la force s'exerce ponctuellement, j'ai un déplacement ponctuel, donc j'avais QE scalaire dr, et ça m'a donné directement Q dv, etc. J'ai tout déduit de là. Là, évidemment, je vais déplacer tout le circuit. En chaque point du circuit, il va y avoir un petit dr, qui n'est pas forcément le même d'ailleurs. Donc j'ai un dl ici, comme ça. J'ai orienté comme ça, pourquoi pas. dl, je fais un petit dr comme ça. Ce bout de circuit va peut-être se déplacer d'un peu plus. Enfin bref, je fais un déplacement du circuit de dr localement. Et donc, le travail de la force de Laplace lors de ce déplacement, c'est delta W. Alors, c'est un delta 2W. C'est le travail lors d'un petit déplacement dr pour ce petit élément de circuit dl. Puis après, je vais sommer sur tous les éléments de circuit et j'aurai le travail élémentaire. Donc, delta W, ça va être la somme sur tous les dl, donc sur tout le circuit. Je vais l'appeler gamma, le circuit. C'est la somme sur tout le circuit fermé de, donc, I dl vectoriel B scalaire dr. Le dr au point où on a le dl. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va astucieusement faire une permutation circulaire dans ce produit mixte. Ah oui, donc dr vectoriel dl scalaire B. Yes. Hein, vous savez qu'on peut faire une permutation circulaire là. Donc allons-y. Ça va être la somme sur tout le circuit de I D. Alors on tourne comme ça, effectivement. Donc dr vectoriel dl scalaire B. C'est classe aujourd'hui. On s'amuse. Alors dr vectoriel dl, ça n'a pas l'air de... Non. Ah si. Ouais, c'est déjà ça. Bon. Ouais, oui. Alors, dr vectoriel dl. Ça vient vers nous. Ah non, ça va vers le tableau. Ça va vers le tableau. Alors, c'est dans le tableau et ça a quelle norme? DRDL. Fois le sinus de l'angle. Et donc, en fait, rappelez-vous ça, le produit vectoriel de deux vecteurs A et B, c'est un vecteur donc, qui est effectivement pour direction le perpendiculaire dans l'ordre direct, et pour norme, l'aire du parallélogramme. Eh oui! La norme du produit vectoriel, c'est l'aire du parallélogramme, sous-tendu par les deux vecteurs, hein, puisque c'est A fois B fois le sinus de l'angle. B fois le sinus, c'est ça, fois A, donc vous voyez que c'est ça. Oui, mais alors du coup, dans le problème, C'est la même. Hein? c'est l'angle entre D et DR, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc ça, finalement, c'est la somme sur I de B scalaire ds. Oh, vous trichez. Je ne triche pas du tout. ds, alors comme vous l'avez dit, là c'est ds rentrant en l'occurrence. Je comprends pas pourquoi on intègre sur le tour du circuit. Bah parce qu'il y a une force de Laplace sur chaque petit élément de circuit. Ouais. Donc cette force, elle travaille de ça, cette force, elle travaille de ça, cette force, elle travaille de ça. Le travail total de la force de Laplace, c'est la somme de tous ces petits travaux élémentaires. Ouais, mais c'est quand même un travail élémentaire qu'on le calcule Mais par rapport à une sur un variable. petit dr, absolument. C'est quoi les déplacements du circuit?
dr, c'est le déplacement du circuit à l'endroit où on considère le dl courant. Et ça, on développe avec la formule assez bien corda. Non, non, non. Ça c'est juste une permutation circulaire. A vectoriel B scalaire C, c'est égal à toutes les permutations circulaires. C vectoriel A scalaire B, et c'est aussi égal à B vectoriel C scalaire A. Produit mixte. Ok, donc on a somme de I, B scalaire DS. Et ça, intégré sur tout le circuit. C'est pas en fait si on vient d'Ampère. Alors maintenant, on va mettre I là. Théorème d'Ampère, c'est quoi le théorème d'Ampère? Non? Bon. Et là, vous avez le flux. Le flux de B à travers. Voilà, si on a déplacé tout le circuit là, voilà, d'une certaine quantité là. Ceci est donc le flux de B à travers la surface latérale. Ça s'appelle le flux coupé. Hein, donc vous avez le circuit, et puis vous le déplacez. D'accord? Vous déplacez le circuit. Eh bien, le flux de B à travers la surface balayée là, par le circuit, c'est ce qu'on appelle le flux coupé. Bon, why not? Why, me direz-vous? Mais why not? Donc ceci est égal à I fois D du flux coupé. D parce que c'est un petit déplacement. Alors je vais mettre moins ici si on considère que le flux coupé c'est toujours le flux sortant. En général, enfin c'est au choix, hein, on fait ce qu'on veut, c'est par convention. Hein, comme on a ici ds entrant du fait de l'orientation de notre circuit, si on veut orienter dans l'autre sens, il aurait été entrant. Justement, pourquoi DF il est entrant? Bah parce que c'est dr vectoriel dl, et vous voyez qu'il du coup il rentre dedans. Ah oui, d'accord. Vu l'orientation, là j'aurais pu prendre l'autre. Hein, mais... Et maintenant, Et vous l'avez dit, mais c'est l'histoire du parallélépipède, ça dr vectoriel dl, ça fait un volume? non, ça a pour norme la surface sous-tendue par les deux vecteurs. D'accord, c'est notre ds. Ouais, et donc c'est ds. Dernier coup de baguette magique, le champ B est à flux conservatif, n'est-il pas? De B égale 20. Par conséquent, la somme, enfin le flux de B à travers une surface fermée est nul. Donc regardez bien comme c'est beau. Je vais orienter comment? Comme ça. Voilà. Je prends comme surface fermée une surface qui s'appuie sur la position du circuit au début, une surface qui s'appuie sur la position du circuit à la fin, et la surface latérale qui les relie. Et je vais dire qu'à travers cette surface, donc là on a la surface que je vais appeler sigma C, la surface coupée, là, celle qu'on a considérée. Ça, je vais appeler ça sigma 1, et ça, je vais appeler ça sigma 2. Je peux dire que la somme de B scalaire ds sur toute cette surface sigma 1 union sigma coupé union ou sigma latéral si vous voulez, enfin union sigma 2 qui est une surface fermée, si je prends toute l'union de ça, hein, tout ça c'est 0. Et donc, or ça c'est donc égal à somme double de B scalaire ds sur sigma 1, alors
Ça, on va prendre le sortant, par exemple, ou le entrant, hein, c'est l'opposé, donc c'est nul de toute façon. Donc si on prend le sortant, alors attention, là, c'est le flux de B à travers... alors, sigma 1, vu notre orientation, il est rentrant. Hein, donc ça va être moins ça sortant. Enfin, moins ça avec l'orientation standard de sigma 1. Plus notre flux coupé, donc plus... je vais l'écrire B scalaire ds sur sigma c toujours sortant. Et puis, plus encore, somme sur sigma 2, et cette fois il est bien sortant, c'est bien dans le bon sens, de B scalaire ds. Ça, c'est ce que j'ai appelé le flux coupé. Ça, c'est le flux dans la position 2. Et ça, c'est le flux à travers le flux du champ B à travers une surface s'appuyant sur le circuit dans la position 1. 1. Tout ça est égal à 0. Par conséquent, enfin, phi c, là. Vous voyez que ce phi c, c'est en fait B1 moins B2. Et donc, d phi c, c'est... C'est phi 1. Phi 1 moins phi 2, ouais. J'ai un problème de signe, là. Oh non, ne me dites pas que j'ai un problème de signe. Ah si, c'est bon, c'est bon. D'accord, donc finalement, le travail que j'ai calculé, ce n'est rien d'autre que I, donc ça c'est delta phi, ça. Enfin, c'est moins d phi, pardon. C'est moins la variation du flux. Donc ceci est égal à I fois la variation du flux. Yes. Oh. Et donc, exactement comme on l'a fait pour le champ électrique, où on a montré que le travail de la force électrostatique était en fait la différentielle d'un certain truc, et ce certain truc, on l'a appelé énergie potentielle, parce que quand un travail est une différentielle, la différentielle en question, c'est moins l'énergie potentielle. De la même façon, ici, on vient de montrer que lorsque vous déplacez un circuit dans un champ magnétique, la force de la place travaille, mais ce travail ne dépend pas du chemin parcouru, c'est une différentielle exacte, c'est simplement la différentielle de I fois le flux du champ B à travers le circuit. Par conséquent, 1, on montre que cette force dérive d'un potentiel, et 2, on trouve l'expression de l'énergie potentielle associée. Et cette expression de l'énergie potentielle associée, la voici, EP égale donc moins I phi. Et on retrouve ce que je vous ai annoncé hier, la règle du flux maximal. Vous vous rappelez, on avait vu que les forces de Laplace tendaient à maximiser le flux du circuit. Si le circuit était déformable, ça le déformait de telle sorte qu'il y ait plus de flux qui passe, plus de flux du champ B qui passe à travers le circuit. On retrouve là aussi, en fait, augmenter le flux de B à travers le circuit, ça veut dire diminuer l'énergie potentielle. C'est bien le sens d'évolution naturelle d'un système. Si vous avez l'énergie MGH, si vous, par exemple, associé à la force de pesanteur, si vous laissez le système évoluer sous l'effet de la force en question, eh bien, ça tend à diminuer l'énergie potentielle. Donc, la force sous-jacente à laquelle est associée l'énergie potentielle agit dans le sens qui réduit l'énergie potentielle. C'est lié au fait que delta W, c'est moins D2EP. Voilà. Donc, le travail de la force, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. OK, donc voilà, on a l'expression en question. Alors, donc, je vais continuer à refaire exactement ce qu'on a fait pour l'énergie, pour le champ E, l'énergie d'une charge dans un potentiel électrostatique qui nous a conduit à l'expression de l'énergie électrostatique. Ici, donc, on a vu qu'il y a une force associée aux forces de Laplace. Donc, la présence d'un courant dans un champ B est associée à une énergie potentielle.
Et on va compléter maintenant pour arriver à l'expression de l'énergie associée au champ B. B carré sur 2 mu 0. Alors on va le faire un peu en raccourci pour ne pas perdre trop de temps à ça. Je peux effacer quoi? À gauche. À gauche? Trop tard. Alors on avait... Alors là c'est pareil. Si on a plusieurs circuits en présence l'un de l'autre, chaque courant dans un circuit crée du champ B qui va constituer un flux pour l'autre circuit. De même qu'on avait, quand on avait deux charges, il y a Q1 dans le champ créé par Q2, et puis, ou bien Q2 dans le champ créé par Q1. Et en fait, l'énergie globale, c'est la moitié de l'un ou de l'autre, enfin, parce qu'on peut le regarder dans un sens ou dans l'autre. De la même façon, si vous avez deux circuits, I1, I2, vous avez I1 qui crée un champ B partout, et donc il y a un flux à travers le circuit 2. Donc vous avez ici une énergie potentielle associée à cette force dont on a parlé, qui va être égale à moins I2, le flux du champ B1 à travers le circuit 2, mais qui est aussi égal à moins le flux de I1, enfin, moins I1 fois le flux du champ créé par 2, enfin bref. Oui, alors après, le fait que ça soit par ailleurs proportionnel à I1, c'est là qu'intervient l'inductance mutuelle. Je ne vais pas faire ça tout de suite, parce qu'il ne faut pas qu'on perde le fil et que, voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est celle-là. Et donc, de la même façon qu'on avait obtenu ici somme des 1,5 de QI VI, qu'on avait transformé en somme triple de 1,5 de ρ V2. De la même façon, si on fait les choses proprement, j'essaye d'aller vite pour ne pas perdre trop de temps, mais quand même que vous voyez l'idée, on va avoir une somme sur I des 1,5 de II phi I, un truc comme ça. Alors, et qui, en version continue, alors, pour passer à la version continue, il faut réaliser que le flux de B, c'est la circulation de A. Oi, oi, oi. Ça fait beaucoup de notions. Non, 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 non. Non, non. Mais somme de B scalaire ds à travers un certain... Pardon, excusez-moi. Somme de B scalaire ds, comme ça. Somme de B à travers ds. Ça, c'est Stokes, ça. Stokes. Ça, c'est égal... Pardon. Oui, ça, je vais l'écrire autrement. Ça, je vais dire que ça, c'est B, c'est ρ de A. Donc ça, c'est somme double de, pardon, ρ de A scalaire ds. Et là, Stokes, ça, c'est en fait la circulation de A scalaire dl sur le circuit. Ça, c'est à travers le circuit, enfin à travers une surface qui s'appuie sur le circuit. D'accord? Donc ce flux qui est exprimé comme une intégrale de B à travers une surface, c'est aussi en fait une intégrale de A le long du circuit. Si on fait les choses propres, et je ne veux pas passer trop de temps à ça, on trouve qu'en fait, l'expression de l'énergie magnétique, donc ça, c'était l'énergie électrique qui s'exprimait comme ça pour une certaine distribution de charge ρ associée à un potentiel V. Eh bien, on peut montrer qu'on a ici, en fait, l'énergie magnétique qui est égale à la somme de J 1,5 de J scalaire A des taux, c'est ça? Attendez. Non, il doit y avoir un A carré là. Si, non, c'est ça.
Non, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J scalaire A des taux. Bien, alors, et maintenant, on va transformer ça. Vraiment, c'est très symétrique de ce qu'on a fait. Là, on a utilisé, vous vous rappelez, pour obtenir l'ennemi de epsilon 0 et 2, on a utilisé l'équation de Maxwell-Gauss qui nous disait que div de E, c'était ρ sur epsilon 0, et que donc, ρ, c'était epsilon 0 div de E, et puis après, on a fait la transformation div de V fois E égale blablabla. Là, de la même façon, on va utiliser l'autre équation de Maxwell, qui fait non pas intervenir ρ cette fois, mais J. Rho de B égale mu 0J. Rho de B égale mu 0J. Par conséquent, J égale rho de B sur mu 0. Donc ceci est égal à 1/2 de somme triple de rho de B scalaire A sur mu 0 des taux. Et là, exactement comme ici, on a sorti la formule du chapeau div de E, div de E fois V égale ce que vous avez dit. On va sortir la formule du chapeau ici. Mais alors celle-là, elle a un produit vectoriel. C'est pour ça que je l'avais noté, parce que celle-là, elle est un peu moins immédiate à trouver. Donc je veux... Ouais, c'est exactement ça. Alors, mais bougez pas, je vais vous dire exactement, parce que c'est ça, mais reste à savoir exactement. Non, alors c'est div de A vectoriel B. Donc pareil, ça va être un ablat appliqué à A avec B, et puis un ablat appliqué à B avec A. Mais alors lequel exactement? Le voici. C'est div de A vectoriel B, c'est égal à B rho de A. Donc B scalaire rho de A. Hein. Ça, c'est un scalaire. Hein. Voilà, moins A rho de B. Et... Oui, donc en fait, oui, c'est pas si compliqué que ça, en vrai. Ah. Là, il y a bien un produit vectoriel comme ici, comme là, et puis bon, ok, un coup l'un, un coup l'autre. Le seul truc, c'est qu'il y a ce signe moins qui n'est pas forcément immédiat, mais ça doit être antisymétrique quand on permute A et B, puisque A vectoriel B, c'est moins B vectoriel A. Donc il y a un signe moins quelque part, bon, c'est celui-là qui est bon. Donc on remplace maintenant rho de B scalaire A, c'est donc égal à B scalaire rho de A moins ça. Donc ça, c'est égal à 1/2 de somme triple de, alors 1 sur 2 mu 0, je vais mettre. Donc rho de B scalaire A, on a dit que c'était B scalaire rho de A des taux, et puis donc moins 1 sur 2 mu 0, somme triple de div de A vectoriel B. Vous voyez comme c'est quand même la symétrie, enfin le parallélisme avec ce qu'on a fait avant est tout à fait frappant. Et mérite votre admiration à tous. Oui, parce qu'à nouveau, Green-Ostrogatsky, ça, ce n'est rien d'autre que le flux de A vectoriel B à travers une surface qui enserre le volume en question. Mais si on va jusqu'à l'infini, alors, rho de A, c'est B. Voilà le B carré. Et ça, maintenant, il faut montrer que ça tend vers 0 quand S tend vers l'infini. Bah, de la même façon, B est en 1 sur R2, A est en 1 sur R, donc tout ça est en 1 sur R3, ou pire, hein, mais d'accord, et S est en R carré, et donc tout ça, ça tend vers 0 quand le rayon de la sphère tend vers l'infini, et donc il reste au bout du compte somme triple sur le volume de B2 sur 2 mu 0 des taux. Magnifique. Densité de champ. Donc tout se passe comme s'il y avait une densité d'énergie, effectivement, qui associée au champ B, qui était B2 sur 2 mu 0. Ce que nous dit ce calcul, c'est que l'énergie totale magnétique
c'est la somme des B2 sur 2 mu0 sur tout l'espace. Et ce qu'on peut montrer plus précisément avec le vecteur de Poynting à partir des équations de Maxwell, c'est que c'est bel et bien une densité d'énergie locale. C'est pas juste que globalement la somme de l'énergie, il se trouve que c'est la somme de tout ça. C'est qu'en chaque point, il y a vraiment la densité d'énergie associée à cette grandeur-là. Donc on peut écrire, pour finir, que la densité d'énergie magnétique, c'est 1,5. Ouais, B2 sur 2 mu0, donc à comparer avec l'énergie électrostatique qui était epsilon 0, E2 sur 2. Donc à nouveau, il y a ce parallélisme. Epsilon 0 en haut, c'est mu0 en bas ou vice-versa. Et puis, bon, donc vous voyez que la densité d'énergie est proportionnelle au carré de l'amplitude du champ, enfin, un carré du champ. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on s'en est pas si mal sorti. Je ne sais pas quelle heure il est là pour faire... Même pas tout à fait. Sachant qu'on a commencé très 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 en retard. Bon, attendez, ok, on va pas faire d'exo du coup. Mais on va peut-être quand même voir s'il n'y a pas une petite chose à rajouter, juste qu'on ne perde pas de temps à refaire des trucs. Non, vous voyez des choses à ajouter là? Ah, vous voyez plus rien du tout là. Ouais. Je vous fais remarquer qu'on risque de finir 2 minutes en avance, ce qui est une première, alors même qu'on a commencé en retard. Donc là, quand même, ça compte double. Là. C'est panier à 3 points, là. Pas de questions là-dessus? Non? Ah bah oui, après, il va falloir faire des exos maintenant, mais bon, il fallait quand même voir ça, il me semble. Ok, on s'arrête là? Bon, allez. Bah, bon week-end, on se voit lundi 4h. Hein. C'est avec vous les lundis 4h? Oui, c'est avec moi. C'est Electromag. Electromag, absolument. Ouais. Voilà. On va faire des exos. Ok, allez, bon week-end.